Bonjour, aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur le débat euro-dollar. Comme vous le savez, depuis 10 à 15 ans, j'essaie de vous vendre la saucisse, de quitter l'euro parce que ça allait détruire l'économie française. Détruire, c'est un grand mot, ça allait la stériliser. Alors, beaucoup de gens m'ont répondu que ils n'avaient rien à péter de mes conneries et que comme ils touchaient un salaire en euros, qu'ils épargnaient en euros et qu'ils dépensaient en euros, ils ne voyaient pas en quoi ils étaétaient concernés par le débat sur l'euro-dollar. Alors, on va voir en détail, puisque maintenant que ça fait 10 à 15 ans qu'on a un recul sur ce que je raconte, on va pouvoir voir quelles ont été les conséquences de la situation européenne. Donc rappelons juste qu'une devise, c'est ce qui permet de faire tampon euh, dans les différences de production entre les peuples. Chaque peuple produit en fonction de sa culture avec une efficacité économique qui lui est propre. Dans l'opposition de ces productions, il y en a qui produisent plus et d'autres moins. Et en fonction de ça, la plupart du temps, à long terme, les devises permettent d'ajuster le tir en faisant monter et descendre la valeur de la devise du pays. Le projet européen a été installé il y a 20 ans, 25 ans, et il a gelé ce mécanisme d'adaptation. Donc du coup, euh, avant, les devises espagnoles, italiennes, grecques, françaises, portugaises permettaient de dévaluer et de s'adapter par rapport à la Chine ou à l'Allemagne. Aujourd'hui, que tout est figé, ce sont les salaires qui en prennent plein la gueule. Et donc, nous allons voir ça en détail, comment un problème de devise se propage à votre consommation européenne, malgré que vous soyez intra-zone euro, et comment, en fait, quel prix vous payez à fonctionner avec un projet monétaire qui est malsain, en fait. Alors en détail, pour commencer, on va aller chercher la balance commerciale française. Donc on voit que l'euro est instauré ici. Donc pendant quelques années, il y a l'inertie économique. Donc la France arrive à se maintenir. Et puis rapidement, ça plonge, évidemment, puisque la devise ne fait plus office de tampon. Donc le déficit commercial de la France augmente assez violemment jusqu'à la crise inflationniste massive de 2022-2023 où là la compétitivité de la France est complètement attaquée et on va voir l'impact que ça a pu avoir sur les salaires. Mais grosso modo, la première chose, c'est que avec une devise comme ça, obligatoirement, la place de la France dans le monde est vouée à se réduire et on le voit d'année en année, la France régresse ou stagne. Donc, si on va voir en détail la crise inflationniste à partir de 2022-2023, on voit que l'ensemble des pays européens, dans les salaires nets réels, donc les salaires nets d'inflation, on voit que tous les Européens ont perdu du pouvoir d'achat. Mais pour moi, l'euro, c'est pas le plus gros drame. Le plus gros drame, c'est qu'en fait, il a gelé l'aptitude à développer la productivité euh, des Européens. Donc on le voit sur ce graphique parce qu'il est particulièrement marquant, surtout qu'il est sur 30 ans, donc ça permet d'avoir une vision complète. On voit que les États-Unis ont investi puis ont développé la productivité par habitant, pendant que l'Europe, en fait, depuis 10 ans, stagne littéralement en termes de productivité. Donc quand on a une devise qui est foireuse, puis quand on a une économie qui n'arrive pas à investir, à développer sa productivité, obligatoirement, ça se transmet à la consommation, au salaire. Donc, si on regarde les autres paramètres économiques qui permettent de jauger, on voit que depuis 2016, 2017, il n'y a plus qu'une progression des salaires réels, ça stagne jusqu'à la crise de 2022 qui n'est pas sur ce graphique, mais que je vous ai montré en rouge à travers l'autre graphique ici, qui est voilà ici. Donc voilà, 2022-2023 c'est un carnage, mais on voit qu'avant en fait c'était complètement stable. Donc en fait on se retrouve sur une période de 2016 à 2023 inclus où on est à zéro. Alors, il n'y a pas que les salaires. Est-ce qu'une société, derrière le débat euro-dollar et derrière le fait d'avoir une devise qui est mal gérée, qui est destinée à collecter quelque part la sueur, il faut comprendre une chose, c'est que si la devise du pays ne sert plus de tampon, on met en face des gens dans la compétition économique mondiale à travers leur salaire. Donc, individuellement, si vous êtes fort et productif économiquement, vous allez vous en sortir, mais la majorité des gens, ils ne sont pas très forts, ils ne sont pas très performants, ils ne sont pas très productifs et ne comprennent pas grand-chose au final au capitalisme, puisqu'ils sont élevés depuis maintenant, le gros de la génération actuelle est élevé dans un système socialiste. Donc on se retrouve avec une société qui ne fait plus de croissance et qui est complètement figée. Donc si on va chercher la consommation, par exemple, consommation par habitant, inflation déduite en euros,
on s'aperçoit, bah voilà, avant, dans le système capitaliste des années 70, 80, 90, jusqu'à 2000, jusqu'à l'instauration de l'euro, encore une fois, bah, on avait une consommation par habitant qui augmentait. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que le niveau de vie des gens augmentait. Surtout quand on a un niveau de vie qui augmente, c'est assez important, c'est que on regarde le futur avec optimisme et puis on se dit que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc ça permet de plus travailler, d'avoir la niaque en fait. Or, on s'aperçoit que la mise en place de l'euro, voilà, entre 2000 et 2005, et puis après, ça tue littéralement. Euh, donc ça, c'est, attention à ces sources INSEE, donc c'est les consommateurs français. On voit qu'à partir du moment où ils ont mis en place l'euro, bah, le mode de vie est tué en fait. Le mode de vie de l'Européen stagne depuis 15 ans, pendant que dans le reste du monde, ça augmente. Donc on est complètement stérilisé. Donc c'est bien beau de dire que vous êtes en euros, votre salaire en euros, et puis vous levez le matin en euros, et puis vous pissez des euros, et puis vous épargnez des euros, et vous dépensez des euros. Ça va au-delà de ça. Si vous êtes, ça va au-delà de ça en fait. Si vous êtes né pauvre, est-ce que vous voulez rester pauvre toute votre vie, ou est-ce que vous voulez changer de vie et améliorer votre situation financière et matérielle, ou non? Le projet européen, clairement, vous démontre, via la collecte des salaires, de l'inflation, de la monnaie et puis des impôts, on vous démontre par A plus B que la situation est figée dès votre naissance et que le statut dont vous disposez à votre naissance ne changera probablement jamais, à moins de s'entraîner économiquement à devenir un warrior et à être très très intelligent. Pour le gros des gens, de la population, les probabilités sont figées dès le départ. Donc, quand on regarde en 2005 le PIB par habitant en France, voilà, on est autour de 35 000. 20 ans plus tard, on n'a même pas fait 10% de progression. En plus, en 2020, on est revenu 17 ans en arrière. Donc, on voit bien qu'il y a très très peu de progression. On est capable de faire des plateaux pendant 5, 6, 7, 8 ans. On voit bien que la situation est figée. Donc, si vous êtes, vous avez envie, vous avez soif d'un futur meilleur, il est clairement évident que le partenaire euro n'est pas un bon partenaire. Il suffit de prendre tous les chiffres des États-Unis du dollar américain pour comprendre que ça n'a absolument pas du tout le même visage. Donc, ceux qui défendent l'euro sont dans un état d'esprit. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, le monde il est en train de se on est en train chacun de défendre ses positions, et puis il n'y a plus trop de dialogue avec la partie adverse. Donc il y a la France qui avance et la France qui recule. La France qui recule, bah, elle a son euro, elle est contente. La France qui avance, et je pense que mes vidéos elles sont faites pour les gens qui essayent d'avancer. Voilà, maintenant on a 15 ans, 20 ans de recul, la messe est dite, la preuve est faite. L'euro ne vous permettra jamais d'avancer, c'est pas possible. Vous pouvez avoir après, il y a toujours des situations individuelles, il y a toujours des cas rares, il y a toujours des coups d'hasard positifs. Mais je ne suis pas en train de faire une vidéo avec le mec qui a du hasard positif, je suis en train de faire une vidéo en parlant du système, c'est-à-dire 80% des gens ils ont une probabilité zéro de progresser s'ils restent dans le système euro. Donc le minimum qu'on puisse faire, c'est sortir son capital, le faire voyager et le mettre en zone dollar pour profiter d'une autre manière de faire dans la zone dollar qui est la croissance à tout va. Je vous ai montré les chiffres d'inflation, mais c'est la même pour tout, pour la bourse, pour la création de valeur, pour le PIB par tête, la productivité. Bref, les États-Unis sont pédale à fond. Donc après, c'est la manière dont vous représentez votre vie qui va jouer. Mais depuis le départ, on m'a accusé, voilà, de faire des gains en fait, hein. Ce qu'on m'a raconté, c'est grosso modo, Charles, t'es en train de nous dire qu'il faut spéculer sur les devises, tu t'es enrichi en spéculant sur les devises. Non, j'ai pas du tout fait ça. J'ai juste transféré mon patrimoine de l'euro vers le dollar par le plus grand des hasards parce que je voulais me barrer, parce que j'y croyais plus. Je vous remonte tout simplement le graphique. Moi, je suis né là en fait, hein. Le truc, c'est qu'il faut quand même rappeler, je suis né en 73, je suis né là, donc moi, je vois tout ça quoi. Pendant ma jeunesse. Et puis ma trentaine, moi je vois une France qui progresse. Et puis tout d'un coup, ici, là, je vois Sarkozy qui arrive. Et avant lui, Chirac qui fait n'importe quoi. Et Sarkozy qui arrive. Et puis je me dis, mais en fait, ça va dans le mur, quoi. Donc moi, au niveau de la flèche, là, je me barre. Je quitte la France. Voilà, en 2009, ici, je me barre. Et en 2008, déjà, je voulais me barrer. Bah voilà, on est 15 ans plus tard. Au final, il n'y a pas de consommation. Tout a stagné. Les salaires ont stagné.
La productivité a stagné, la France est complètement figée sur elle-même depuis 15 ans, donc j'estime, moi j'ai pu faire une vie de croissance à l'international et je suis content. Donc après, depuis 15 ans, qu'est-ce que je vous vends comme ceci? Je dis, bah, si vous voulez faire de la croissance, parce que moi, la croissance personnelle, la croissance financière, la croissance matérielle, moi, c'est mon mode de vie. Donc, je parle de ce que j'aime. Donc, si vous aimez ce que j'aime, les mecs, vous ne pouvez pas le faire en Europe, quoi. Enfin, moi, faut assumer, quoi. Donc, c'est ce que j'ai raconté. Donc, non, 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 non. Et puis, bah, au final, bah, si, 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 ça n'a pas bougé. Et la France et l'euro et la zone euro ne sont pas des partenaires. Donc, après, c'est juste une question de philosophie de vie, je pense. Donc, je reviens à mon histoire d'euro-dollar. Donc, effectivement, j'ai exporté mon patrimoine. Donc, après, ça m'a permis de faire un gain de pouvoir d'achat parce que beaucoup d'objets ont un prix mondial et après, ce prix est réimporté dans chaque pays du monde. Il y a des TVA qui sont plus ou moins marqués, donc des impôts qui sont plus ou moins marqués. Il y a des frais de change, des frais d'importation, des taxes, des machins. Donc, ça fait une petite variation, mais le prix des choses est identique à l'échelle de la planète aujourd'hui. Donc, si vous mettez votre patrimoine dans une devise qui prend du pouvoir d'achat par rapport à ces choses, bien évidemment que bah, tout d'un coup, vous vous retrouvez à pouvoir acheter plus de choses que le même voisin qui a conservé son argent dans sa devise nationale, comme l'euro par exemple, et qui voit le pouvoir d'achat de sa devise par rapport à la parité de pouvoir d'achat mondial baisser, bah, du coup, il perd de l'argent sans s'en rendre compte. Donc, quand je dis que je me suis pas mal enrichi sur cette période de 2009-2015, ben c'est tout simplement 2016, c'est tout simplement que l'euro était au plus haut, était un peu surévalué au moment où par hasard, à cette époque, je ne vais pas mentir, je maîtrisais Kieket. Donc quand je change d'une devise qui est surévaluée puis qui devient sous-évaluée, et que je prends une devise en face qui était plutôt sous-évaluée et qui devient surévaluée, évidemment, j'ai touché 300-400 000 dollars de pouvoir d'achat supplémentaire gratos sans branler en dormant. Donc, mais j'ai à aucun moment spéculé. On me dit ouais, putain, toi tu spécules sur les devises. Je spécule mes couilles, ouais, je spécule rien du tout. C'est juste que j'ai un coup de bite, hein, un coup de chance et puis c'est tout. Mais après, depuis maintenant 6 ou 7 ans, l'euro-dollar, la parité est plus ou moins figée, comme on peut le voir, à quelque chose près. Donc, oui, j'ai cru ici à 0,95 que voilà, c'était reparti comme ici, mais on a vu que non, en fait, ils ont rétabli l'euro. Les autorités monétaires américaines ont fait en sorte d'arrêter l'avantage du dollar à ce moment-là, de manière à ce que les autres devises remontent. Il n'y avait pas que l'euro qui se pétait la gueule face au dollar. Donc au final, sur 6 ou 7 ans, il n'y a pas de gain de change. Je ne fais pas aucun gain de change. Et je ne vous dis pas, allez-y, achetez du dollar parce que vous allez faire les gains de change. Je ne dis pas ça. Depuis 5, 6, 7 ans, je vous dis que l'euro est une poubelle monétariste avec un pouvoir d'achat qui décline par rapport à la parité de pouvoir d'achat mondial. Et là, ça ne se voit pas sur le graphique. La parité de pouvoir d'achat mondial est calculée au niveau de l'OCDE. C'est un panier moyen de consommation qu'on compare dans tous les autres pays. Donc aujourd'hui, l'euro est faible en parité de pouvoir d'achat, ça s'appelle la PPA. Donc si vous restez avec un capital dans une zone de merde qui est franchement socialiste, on dit aussi qu'est-ce que c'est que socialisme, qu'est-ce que c'est que capitalisme. Oui, le capitalisme, ça consiste à exploiter les gens en fait. Voilà, j'ai encore reçu ça il n'y a pas très longtemps. Ah, non, le capitalisme, c'est pas on exploite les gens. Dans le socialisme, on exploite aussi les gens. Il y a tout, la Terre exploite, il y a toujours quelqu'un qui exploite quelqu'un d'autre, ça ne marche pas comme ça. Le capitalisme, c'est quand l'État représente environ 30% des échanges dans l'économie. Voilà, maximum, allez, 35, un tiers. Après, quand on commence à franchir la ligne des 50%, qui est pour moi une ligne rouge, on n'est déjà plus dans le système capitaliste puisque l'État contrôle plus que l'économie privée. Donc déjà, on n'est plus du tout dans une économie de création de valeur par des opérateurs, on est dans une économie de fonctionnaires. La France a passé le cap du socialisme depuis bien longtemps, depuis 2 ou 3 décennies. Aujourd'hui, si on va chercher non pas les chiffres frelatés du pouvoir socialiste français, mais si on regarde concrètement les KPMG et les grands cabinets d'expertise comptable qui calculent, dont c'est le job en fait de calculer pour la sphère privée, généralement ils affirment que voilà, entre 66 et 67% selon les années de tous les échanges économiques en France sont prélevés par l'État. L'État a environ tripatouille à ses mains d'environ les 2 tiers des échanges. Donc bien évidemment que le capitalisme a déserté en France depuis bien longtemps et qu'un système socialiste, c'est qu'on nous porte du communisme où en période communiste, bah voilà, il y a 90, 85, 90, 100% des échanges qui sont contrôlés par l'État et les fonctionnaires et donc il n'y a plus aucun entrepreneur, il n'y a plus aucune source
donc plus aucun intérêt à faire une quelconque production, une quelconque amélioration des situations, puisque de toute façon, tout est organisé avec des règles par des fonctionnaires. Donc c'est ça les différences, c'est pas genre on exploite ou on n'exploite pas. Mais si on a un capital, bien évidemment qu'il faut le sortir d'un système socialiste, même si malheureusement la zone dollar est en train de se socialiser à vitesse grand V depuis 4 ans, mais jusqu'à il y a 3 ans, on va dire, ou 2 ans, jusqu'au Covid, on est plutôt intérêt à mettre son argent dans une zone encore dite un peu capitaliste, qui crée de la valeur, et on voit la zone dollar, en fait, n'a rien à voir avec la zone euro. La zone dollar, on voit bien, je vous remonte la courbe, mais la zone dollar, en fait, en termes de productivité, merde, c'est pas là, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà, voilà, ça c'est la zone dollar. Donc on a une progression de la productivité par habitant, on a une création de valeur massive, on a une domination dans le monde de la techno, on a une innovation. Donc après, les capacités industrielles de la zone dollar sont plutôt faibles. On le voit bien d'ailleurs dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Euh, on voit bien que la Russie, quelque part, et la Chine, et puis la Corée du Nord, et voilà, l'Iran ont des capacités industrielles assez hallucinantes dans l'armement. On voit bien que les États-Unis et l'Europe sont un peu à la ramasse. On a désindustrialisé, mais néanmoins, la zone dollar reste encore du PEPS. Donc, quand je vous dis externaliser et expatrier au moins votre capital, à défaut que vous expatriez, dans une moindre mesure, si vous êtes plombé par le système français, comme on vient de le voir dans ces chiffres, dans l'inertie et la glu stagnante depuis 15 ans, au moins, vous vous donnez une chance d'aller chercher de la création de valeur pour votre capital dans une zone qui pédale encore vers de l'avant. Ça permet d'amortir un petit peu, c'est un moindre mal. Donc c'est pour ça que depuis toutes ces années, depuis 10 ans, je fais des vidéos pro-dollar et anti-euro. Mais à aucun moment, je répète, d'ailleurs, vous pouvez voir, il n'y a absolument aucune probabilité, aucun potentiel de gain de change. Et à aucun moment, je vous recommande, à aucun moment, je ne fais de la spéculation sur les devises. À aucun moment, je ne fais des gains de change. Je fais des gains de pouvoir d'achat, ce qui n'a absolument rien à voir avec des gains de change. Certes, les gains de pouvoir d'achat s'obtiennent via l'utilisation d'une devise, le dollar, qui est la devise la plus forte quasiment. Je crois avoir mis sur mon Twitter il y a 2 mois sur les variations sur 10 ans du dollar contre l'ensemble des devises de la planète. Et je crois qu'il n'y avait que 2 devises qui étaient aussi fortes ou un peu plus fortes que le dollar sur 10 ans et 99% des devises qui étaient plus faibles. Donc mon capital m'a permis de faire des gains de pouvoir d'achat, mais je ne spécule pas avec mon capital sur les devises et vous devez vous enlever cette idée de la tête que si vous vendez vos euros pour vous mettre en dollars, vous êtes en train de faire de la spéculation dangereuse internationale sur les devises, ça n'a absolument rien à voir. Alors pour terminer cette vidéo, je vous informe que j'ai séparé sur mes flux là, Telegram, LinkedIn, Instagram, tout ce que vous voulez, et Twitter, j'ai séparé les publications marché financier et du flux d'éditos que je publie tous les jours en masse, 2 ou 3 éditos quasiment tous les jours. Donc désormais, j'ai mis ça en anglais. On est en train de programmer pour faire un logiciel de traduction automatique, même si là vous pouvez trouver sur Twitter, sur Telegram des fonctions de traduction. Je publie en anglais parce que tout simplement j'ai envie de parler de finance en anglais. Je ne vois pas pourquoi, la France n'étant pas du tout intéressée par la finance, je vois de moins en moins d'intérêt à parler de finance en français. Néanmoins, avec les outils modernes, vous pouvez tout à fait suivre mon flux dédié à la finance et à la macroéconomie, et puis au gain justement de pouvoir d'achat réel ici que j'ai mis en anglais, et le stockage de valeur, voilà, qui sont des choses qui me tiennent à cœur depuis maintenant 10 ans. Donc j'ai séparé, donc je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez suivre Charles de Repère Markets sur ces sujets que je viens d'aborder dans cette vidéo.